si rien ne change, il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bienvenue à cet atelier où nous allons parler de parité dans l'investissement. Nous allons parler du rôle des femmes dans l'investissement, que ce soit d'un point de vue professionnel, dans la sphère privée également, et puis nous allons également parler de création d'entreprises. Et pour m'accompagner dans cet atelier, je suis accompagnée de Sandrine Yana, qui est la cofondatrice et la directrice présidente, d'ailleurs Sandrine, d'un cabinet de courtage qui s'appelle Galiléo, mais qui est également la cofondatrice et la coprésidente d'une association qui s'appelle Entre Elles, qui accompagne les femmes. Elle Impact. Dans leur levée de fonds, et puis également pour promouvoir le rôle des femmes d'un point de vue scientifique, enfin dans les métiers scientifiques. Je suis également accompagnée d'Erel Tassin, qui est CEO d'une société qui s'appelle WeInvest, qui est une plateforme qui aide les femmes dans leurs investissements privés, principalement. C'est ça, Erel ? Et puis j'ai la joie d'être accompagnée de Philippe Quinter, qui est le directeur du développement durable et de la RSE de BPI France. Alors est-ce qu'il y a besoin de présenter BPI ? Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous êtes banque, investisseur et puis également réseau d'entrepreneurs. Absolument. Alors pour commencer, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et de se dire, est-ce qu'on a une parité dans les investissements ? Vous, Sandrine, quel est votre sentiment ? Quelle est la vision des choses à aujourd'hui ? Alors moi, je vais surtout me pencher sur l'investissement des femmes entrepreneurs. Et je laisserai ensuite la parole à RL justement sur l'état des lieux et les chiffres de l'investissement des femmes dans la sphère privée. Même si on verra sans doute que les deux se recoupent. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les femmes créent majoritairement des micro-entreprises et des entreprises individuelles, puisqu'elles représentent 40% de la création d'entreprises donc individuelles et micro-entreprises et seulement 17% de sociétés. On sait également que les femmes investissent beaucoup moins d'argent que les hommes lors du lancement de leur entreprise, puisque en moyenne, les femmes utilisent un capital de départ qui est environ de 15% inférieur à celui des hommes. Elles auraient aussi beaucoup plus souvent recours aux emprunts familiaux ou amicaux, ce qu'on appelle effectivement la loan money, alors que les hommes auraient davantage recours aux emprunts bancaires, ce qui est d'ailleurs entre nous assez regrettable, puisqu'on se rend compte que les demandes d'emprunt bancaire des femmes sont plus souvent acceptées que ceux des hommes. Sur la levée de fonds, par contre, c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes, puisque malheureusement, les femmes entrepreneurs, encore aujourd'hui et d'année en année, parce que les chiffres ne s'améliorent pas vraiment, reçoivent beaucoup moins de fonds de la part des sociétés de capital risque, puisque si l'on s'en tient à l'étude BCG Sista ou même à l'étude d'Asterès qui a été diligentée effectivement par Neuflize, de manière générale, les femmes sont 4 fois moins bien financées que les hommes. Et ça, c'est effectivement les chiffres de 2021, alors que l'écart était seulement de 2 en 2019. En 2021 également, seulement 5% des levées de fonds de moins de 15 millions, 2% entre 15 et 50 millions et 0, là, complètement. On n'a rien sur les levées de fonds de plus de 50 millions qui ont été réalisées par des équipes
fondatrices exclusivement féminines. Et est-ce que vous constatez la même chose chez vous, chez BPI, Philippe? Alors pas très loin. Pas très loin. Très très loin, parce que sur le constat général, oui, bien sûr. On a les mêmes tendances. Nous, on a chez BPI France réalisé des études avec une certaine profondeur, notamment 10 ans d'entreprise de création innovante par les femmes. Et ça nous a permis de comprendre un certain nombre de tendances. Alors c'est un petit peu ancien, mais les tendances sont toujours d'actualité. Oui, effectivement, il y a un delta sur les demandes de financement. Un plan de financement d'un homme sera 1,8 fois, alors c'est une moyenne bien sûr, supérieure par rapport à une femme sur un plan d'investissement. Donc ça dénote aussi où on pourrait croire qu'il y a plus d'ambition, plus de volonté, etc. Ce qui est faux, parce qu'au bout de 3 à 5 ans, on s'aperçoit que la réussite entrepreneuriale est la même, voire légèrement supérieure pour les femmes. Donc, voyez, donc ça c'est au départ. En revanche, effectivement, il y a 2 fois plus de chances qu'une femme ait un plan de financement inférieur à 300 000 euros par rapport à un homme. Donc on a un petit peu ces tendances, et ce que vous soulignez sur la Love Money, à savoir qu'une femme va plus aller voir ses proches pour récupérer de l'argent plutôt que de passer par des emprunts ou des levées de fonds. Et là, on a aussi un delta. Les proches représentent à peu près 48%, je dirais, en termes d'apport pour une femme, contre 26% pour les hommes. Donc on voit bien ce type de delta à l'ouverture lors de la création. Et puis, il y a tout un ensemble d'autres raisons qu'on développera peut-être sur des éléments psychologiques qui sont très importants en tant qu'entrepreneur entre un homme et une femme. Il y a des facteurs communs, absolument communs, sur, par exemple, la difficulté de boucler un plan de financement. C'est pareil. Pour un homme et une femme, c'est pas facile. En revanche, il y a encore des deltas, on en parlera probablement tout à l'heure, qui expliquent un petit peu parfois le fait de demander moins, le fait d'avoir une certaine posture vis-à-vis des banquiers ou des investisseurs, qui peut être pris pour un manque d'ambition, vous voyez, alors que finalement, on sait très bien que c'est pas tout à fait exact. Tout à fait la même chose. Peut-être qu'avant de parler des causes, j'aimerais bien qu'Erel nous explique ce qu'elle constate, elle, sur la sphère plus privée. Bien sûr. Vous en êtes quoi? Alors, dans la sphère privée, les chiffres ne sont pas bien plus brillants, pour être honnête. Notre constat, c'est que les femmes investissent 2 fois moins que les hommes. Aujourd'hui, il y a 15% de femmes qui investissent en bourse contre 30% des hommes. Donc, c'est ce qu'on appelle le Gender Investing Gap, qui est encore énorme aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs raisons que je pourrais développer plus tard, mais le fait est que les femmes ont besoin d'investir. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, les femmes à la retraite ont un écart de revenus de 40% avec les hommes. C'est énorme. Donc, elles ont besoin d'investir pour pallier à cet écart. Elles ont besoin d'investir pour plus d'indépendance financière. Et elles ont également besoin d'investir pour impacter l'économie. Investir, c'est un pouvoir d'influence aussi. Et cet écart de revenus, il est lié à l'écart de salaire et le fait qu'elles aient moins investi pendant... Tout à fait. Investir, c'est aussi investir sur le long terme pour ses projets de vie. Et donc, c'est très important pour les femmes, déjà, d'avoir cette vision sur la retraite également, et donc d'investir dès le plus jeune âge. D'accord, donc du coup, si les constats sont mauvais, il n'y a pas de parité dans les investissements, et du coup, quelles sont les causes quelles sont les causes que vous avez, vous, identifiées au cours de votre carrière ou en rencontrant les uns et les autres? Erel, peut-être je vais vous laisser commencer. Avec plaisir. Eh bien, déjà, il y a 28% des femmes aujourd'hui qui ont confiance pour investir. Donc, énormément de femmes aujourd'hui qui n'ont pas confiance pour sauter le pas de l'investissement. Ça s'explique pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, parce que les institutions financières, donc les banques, les assurances, les gestionnaires de patrimoine, peinent encore aujourd'hui à s'adresser, à séduire leur clientèle féminine, dans un premier temps. D'autre part, les femmes manquent encore aujourd'hui de confiance en elles pour investir. Ça, c'est un constat également qu'on a fait. Et puis enfin, les produits financiers qui ont été, et les services qui ont été malheureusement créés par les hommes et pour les hommes, puisqu'aujourd'hui, on a encore du mal à atteindre la parité dans le secteur de la finance, et donc qui peinent à répondre aux attentes des femmes. Aujourd'hui, c'est un marché de 15 trillions d'euros en Europe continentale.
15 trillions d'euros qui sont bloqués sur les livrets d'épargne des femmes en Europe et qu'il faut débloquer pour les utiliser dans l'économie réelle, tout simplement. D'accord. Et du coup, vous, Philippe, puisque vous êtes un banquier aussi, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez moins de femmes qui osent aller taper à la porte? Alors, il y a un sujet quand même, il faut balayer devant sa porte, les mesures. Les mesures et la traçabilité des projets, etc., ça ne date pas de très très longtemps. Hein. Dans la communauté bancaire, etc., je crois qu'il faut tous balayer devant notre porte. On n'avait pas les systèmes d'information pour tracer ce genre de choses. Et là, on commence à le faire depuis un certain temps. Ça veut dire que ce n'était pas un sujet avant ou c'était Si, mais il y avait un prisme qui était, on finance des opérations, etc. Je pense pour la communauté bancaire, qui était de dire, voilà, on prend les opérations et on ne regarde pas. Et ça, c'est au cas par cas, vous le savez bien. Hein, je veux dire, l'intérêt, un système d'information a été bâti finalement de manière très opérationnelle pour prendre en considération le nombre de dossiers, etc. Donc c'était ça il y a un certain nombre d'années. Et c'est pour ça que depuis quelques années, avec la charte de parité France Invest, Sista, il y a une accélération phénoménale de la mesure donc, et de la traçabilité, à la fois des projets, du deal flow pour l'investissement, des contacts qui sont pris dans les banques. Donc tout ceci est maintenant renseigné, ce qui va permettre d'avoir vraiment de la matière pour mesurer avec des choses beaucoup plus précises. Vous voyez, notamment quand vous évoquez par exemple des entreprises qui sont créées par deux femmes, mais lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme, on compte quoi? Hein, non mais vous voyez, c'est typiquement ce genre de choses qui n'est pas facile. Alors nous on a constaté peut-être rapidement un dénominateur commun, le même goût d'entreprendre pour les hommes et pour les femmes, un véritable environnement familial aussi pour les hommes et pour les femmes, et puis finalement ce que l'on disait, le cap fatidique des 3 à 5 ans identique. Voilà, donc un homme ne réussira pas mieux qu'une femme et vice-versa. En revanche, vraiment des facteurs de différenciation qui sont importants, la peur de l'échec. Beaucoup plus marqué, vous l'indiquiez, hein, pour une femme, 36% contre 28% pour un homme. La peur de ne pas être au niveau. Vous voyez, c'est quelque chose qui est même chez les salariés d'ailleurs, hein, chez les femmes salariées. Et ça, c'est très intéressant, 29% contre 16%. Vous voyez, donc ça, ce sont des éléments extrêmement marquants. Et nous, on constate dans certaines filières, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de fonds et des fonds spécialisés que ça, dans les fonds IT, numérique, etc., très peu, c'est une filière qui est asséchée en fait. Il y a très très peu de femmes qui sont à la tête de ces entreprises ou qui poussent des dossiers. Mais c'est un constat, je dirais, de financier. Vous voyez, il faut regarder l'amont ou l'aval, enfin plutôt l'amont, et notamment les études. Il y a de moins en moins de femmes, d'ailleurs on en parlait dans d'autres sphères, dans les écoles d'ingénieurs. Ça a même diminué, donc il y a un vrai sujet. Et puis il y a, je dirais, dès l'enfance, le fait de dire à une jeune fille tout est possible. Hein. Et c'est important en termes de posture parce qu'on retrouve ces sujets derrière au moment de l'entrepreneuriat. Donc vous voyez à la fois des facteurs de différenciation, même niveau d'études aussi, études sup, avec des facteurs de différenciation. On trouve beaucoup plus de femmes, nous, dans nos fonds sciences de la vie, hein, biotech, etc., que numérique pur, mathématiques. Et vous, Sandrine, qui œuvrez justement pour la promotion des filières scientifiques chez les femmes, est-ce que c'est des choses que vous constatez également? Est-ce que c'est un manque d'appétence dès le démarrage? Ou est-ce que c'est simplement le fait que ça ne fait pas partie du champ des possibles? Alors juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est vrai qu'il y a effectivement plusieurs raisons à cette inégalité d'accès, on va dire, à la levée de fonds. Mais il y a alors déjà, effectivement, les femmes se lancent déjà dans l'entrepreneuriat avec beaucoup moins de réseaux, beaucoup moins d'expérience à des postes effectivement de direction et beaucoup moins de capitaux, puisque justement, il y a toujours effectivement cette inégalité, on va dire, de salaire qui font qu'à la création, elles y arrivent avec effectivement moins d'argent et moins de capitaux. Quand vous disiez effectivement qu'il y a le même goût d'entreprendre pour les femmes et pour les hommes, c'est vrai, sauf que j'y mettrais quand même 2 bémols. Un, déjà, c'est que l'entrepreneuriat féminin est un entrepreneuriat
par nécessité. Et du coup, quand on interroge les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les hommes vont dire, moi, j'entreprends parce que je veux effectivement réussir, je veux que mon entreprise se développe. Il y a vraiment effectivement ce désir de croissance. Et donc d'ailleurs, ils sont effectivement 30% des hommes qui visent une croissance soutenue de leur entreprise à la création, alors qu'elles sont seulement 10%, parce que c'est souvent effectivement un entrepreneuriat par réaction finalement à des situations, on va dire, incontournables, soit parce qu'elles veulent effectivement une certaine indépendance et pour pouvoir justement concilier vie de famille et vie professionnelle, soit parce qu'elles ont vécu le plafond de verre. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a bien sûr chez les investisseurs un phénomène d'homophilie qui fait que, ils préfèrent finalement investir dans des entreprises finalement dirigées par les hommes, par des gens effectivement qui leur ressemblent, qu'effectivement par des femmes. Et j'en reviens quand même aux stéréotypes quand même et aux préjugés de genre de la part des fonds d'investissement. Il y en a quand même certains qui font que malgré tout ils associent encore, je pense que c'est inconscient, c'est très souvent, on n'est pas dans un schéma conscient, ils associent effectivement encore la femme à la perte financière. Ils pensent encore trop majoritairement qu'elles donneront la priorité à leur famille plutôt qu'à leur projet entrepreneurial. Et surtout, c'est vrai que quand on regarde finalement les 10% de femmes qui ont accédé à la levée de fonds et qui montrent justement qu'elles surperforment leurs homologues masculins, y compris d'ailleurs dans des secteurs tels que la tech, on se rend compte que quand on les interroge, que si elles ont accédé à ces fonds et si elles ont réussi, c'est parce qu'elles ont eu la chance d'avoir effectivement un conjoint bienveillant ou qui les a aidées également financièrement et dans les charges familiales. Et du coup, alors Anne-Catherine, je réponds du coup à ta question. Oui, aujourd'hui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les femmes entreprennent majoritairement dans le social et dans les services à la personne. Or, aujourd'hui, voilà, on va pas se leurrer aussi. Les investisseurs, eux, ils veulent investir dans les secteurs innovants que sont la tech. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que même quand ils veulent investir dans des entreprises détenues ou que détenues par des femmes, de toute façon, il n'y a pas ce vivier aujourd'hui de femmes. Et là où je vous rejoins complètement, Philippe, c'est quand vous dites effectivement qu'il faut que les femmes arrêtent de s'auto-censurer, arrêtent effectivement d'arriver devant les fonds d'investissement en s'auto-dépréciant. Il faut qu'elles adoptent une posture de winner qui font que, je veux dire, même en tant que femme, on préfère voir un entrepreneur avec de l'ambition qui va vous dire oui, je vais pouvoir atteindre mes objectifs, oui, mon business plan, je vais pouvoir l'atteindre, comment je vais le faire, que quelqu'un qui va vous dire oui, alors là, je suis sûre d'être à la hauteur, alors là, je suis sûre que je pourrais effectivement. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est vrai qu'il faut. Alors, il y a des biais inconscients, il y a des biais culturels là-dessus. Et comme vous dites, c'est un manque de confiance en elles parce que on les a aussi éduquées à l'humilité, et puis c'est vrai qu'elles sont souvent en minorité aussi, dans l'entreprise à des postes de direction, ce qui font que c'est toujours assez compliqué pour elles. Donc voilà, en tous les cas, peut-être un échantillon peut-être de raisons. Et Réal, est-ce que vous constatez la même chose? Oui, est-ce que les femmes manquent fait, d'ambition quand il s'agit d'investir, même de façon privée? Oui, c'est des traits qu'on retrouve aussi dans la sphère privée, évidemment. Dans un premier temps, les femmes ont une certaine aversion au risque. Plus que les hommes, en tout cas, au moment d'investir. En tout cas, elles ont tendance à apercevoir l'investissement comme quelque chose de très risqué. Et aujourd'hui, les banques, malheureusement, vont plutôt parler de risque que de rendement lorsqu'on parle des investissements. Ce qui fait que moins de femmes investissent aussi pour ces raisons-là. Ensuite, effectivement, les femmes vont investir dans des produits qui ont plus d'impact sur la société. Donc ça, c'est un point positif. 55% des femmes aujourd'hui investiraient plus si l'investissement, en tout cas, avait un impact positif sur la société.
Et enfin, évidemment, il y a ce côté revenu qui est très marqué. Aujourd'hui, les femmes pensent qu'il faut gagner des 1000 et des 100 pour investir. Ça n'est pas le cas. On peut investir des petites sommes dès le départ et c'est aussi ce qu'on veut montrer chez WeInvest. Et du coup, parlons des solutions, puisque je sais que vous êtes tous les trois très actifs, chacun à vos postes pour faire changer les choses. Chez WeInvest, qu'est-ce que vous avez mis en place, Erel, pour pouvoir accompagner les femmes vers l'investissement? Alors, on a mis en place la première plateforme qui va accompagner les femmes vers l'investissement. Cette plateforme se décline sous différents angles. Déjà, on va outiller les femmes pour qu'elles prennent confiance en elles pour investir. Donc, ça passe par du contenu sur l'investissement. Ensuite, on a créé l'indice ESGF, qui est le premier indice qui classe les établissements financiers selon les attentes des femmes. Et un indice aussi qui va permettre de bouger les acteurs financiers pour qu'ils comprennent le mieux les attentes et donc qui pousse les femmes vers l'investissement. Et enfin, on a mis en place une communauté de femmes pour investir. Aujourd'hui, c'est 6000 personnes qui sont réunies pour parler des thématiques d'investissement et donc sauter le pas ensemble, tout simplement. Donc si j'hésite à investir en Bitcoin, je vais sur votre plateforme et je vais avoir des conseils pour pouvoir Alors, pas uniquement le Bitcoin, je l'espère, mais effectivement, on met en place cette communauté. Donc, on a des femmes mentors qui pourront vous accompagner, vous conseiller sur l'investissement, partager leur expérience. Que le Bitcoin, ce n'est pas une bonne idée. Ou peut-être, en tout cas, je vous invite à rejoindre notre forum pour en discuter. Au niveau des risques, là, du coup, le Bitcoin, là, pour le coup, c'est peut-être un peu trop violent quand même pour une femme. On invite aux femmes, en tout cas, à parler d'investissement. Pour revenir sur les entrepreneurs, toutes les semaines, on interviewe en live sur nos réseaux des femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent parler librement de levée de fonds. Donc, soit des femmes qui sont en levée, soit des femmes qui ont déjà levé des fonds pour faire tomber ce tabou aussi autour de l'argent et encourager d'autres femmes à investir. Et puis, on interroge aussi des femmes d'influence sur leur rapport à l'investissement, à l'argent. On a eu Lucille Desjonquers il n'y a pas longtemps sur cette thématique. Donc moi, je vous invite aussi à suivre nos réseaux et à découvrir tous ces témoignages de femmes inspirantes sur l'investissement. Les rôles modèles, du coup. Tout à fait. Et vous, Philippe, donc j'ai compris que vous avez mis en place des indicateurs pour pouvoir tracer les choses, oui. qui est déjà la première étape, parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Il y a les indicateurs, mais surtout toutes les actions qui sont déployées. Parce que les indicateurs, c'est effectivement comprendre, relever, analyser, etc. Bon. Mais ce sont surtout les actions. Les actions pour justement changer de statut. Et donc il y a plusieurs choses. Il y a les fameux plans d'action régionaux qu'on a mis en place, qui sont des conventions cadres très lourdes avec plusieurs banques. La BNP, les caisses d'épargne, fédération de caisses d'épargne, sur tous les territoires, pour sensibiliser, former, investir, financer, etc. Ça, c'est le maillage local. Donc, et ça veut dire que concrètement, il y a des quotas qui sont réservés aux femmes ou c'est pas simplement quotas, une incitation? Alors, on n'a pas des enveloppes force de frappe en disant voilà, vous avez vu, hein, on a ça, voilà. Non. J'aurais bien aimé. Alors, ça, c'est une grande discussion qu'on a. Nous, on a une position. Alors, je sais que je connais pas C'est une discussion qu'on a eue avec Philippe. Mais on l'assume totalement et on est très à l'aise avec ça. Nous, on finance ou on investit sur les projets, la qualité des projets. Après, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, peu importe. C'est une question d'expertise et de portage des projets. Alors, et avec des équipes derrière qui sont mixtes, qui sont à la fois autant composées d'hommes que de femmes, etc. Donc il y a toujours des biais et des stéréotypes, on est bien d'accord. Dans les deux sens d'ailleurs, hein, dans les deux sens. Mais voilà, ça c'est un petit peu notre doctrine. Et puis, surtout, on s'appuie sur l'ensemble des réseaux. On a récupéré l'ensemble des réseaux de création d'entreprise ou d'accompagnement de la Caisse des dépôts, Réseau Entreprendre, Initiative France, France Active, etc., sur tout le territoire pour accompagner effectivement les femmes entrepreneurs avec des prêts d'honneur ou d'autres types de financement. Donc ça, c'est dire que c'est un maillage extrêmement lourd. On multiplie aussi les rôles modèles. Nous, on aime beaucoup ça et on s'est aperçu d'une chose, on a même lancé des nouveaux concepts du type Midi Entrepreneur. On fait venir une femme entrepreneur qui explique sans filtre, son expérience devant des porteurs de projets, hommes ou femmes, peu importe. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut que les porteurs et porteuses de projets se disent « mais ça me ressemble, ça me parle ». Si on est trop décalé, elles diront « c'est très intéressant, mais ce n'est pas pour moi ». Donc il faut avoir des femmes qui incarnent à la fois des mises en œuvre,
mais avec des creux et des bosses. Dire, voilà, j'étais avec les banquiers, c'était pas facile, et puis moi, j'ai raté le premier coup, et puis... mais c'est-à-dire qu'on parle de la vraie vie, c'est pas le discours lycée, etc., livresque, c'est que l'on parle de la vraie vie, et on invite régulièrement des femmes entrepreneurs, et puis on fait beaucoup d'interventions aussi dans le cas de BPI France Innovation Génération, où on met beaucoup de femmes en avant, parce qu'on sait très bien que c'est ça qui va marcher. C'est de donner envie et de susciter et de créer. Nous, on a un sujet qui est un effet, non pas de dire on a 10 exemples, vous avez vu, c'est formidable, on est exceptionnel. Non. Nous, ce sont des milliers d'entrepreneurs qu'on veut pousser. C'est ça le sujet. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous voyez, du fait de ces actions, plus de dossiers féminins arriver? Parce que j'ai cru comprendre que dans les réseaux comme Réseau Entreprendre, il n'y a encore que 15% de lauréats qui sont des femmes. Oui, c'est très dur. Donc le problème est quand même un problème de sourcing à un moment donné. Vous avez totalement raison, ça va prendre du temps. Ce n'est pas un coup de baguette magique où on va se dire en début 2023, vous avez vu, ça a complètement changé. Non, le paysage va progresser, mais il y a quand même des choses extrêmement structurantes. Vous voyez, nous, on a une particularité. Je n'aime pas dire qu'on est très particulier, mais il y a des singularités. La députée Rexin donc, a fait des auditions et ça s'est traduit par une loi pour BPI France. Et on nous demande de mettre dans nos comités d'investissement, c'est de devancer l'appel par rapport aux engagements Sista et France Invest, de mettre 30% de femmes en 2023 dans nos comités d'investissement. Vous voyez, et 40% en 2027. Donc c'est très en avance par rapport à ce qui est demandé à la place et aux financiers. Et c'est pas simple. Vous voyez, je confesse. Je confesse. Pourquoi c'est pas simple? Et on en parlait dans d'autres sphères. Parce que tous les fonds d'investissement sont assujettis à cela. Même si nous, c'est en avance de phase. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas formé les gens? Vous allez les chercher ailleurs. Donc nous sommes la Banque publique d'investissement. Ça veut dire qu'on ne peut pas se battre sur tous les packages de rémunération. Et donc, je dirais, on a pas mal de femmes, directrices d'investissement parmi les plus chevronnées, qui se sont fait débaucher. Et ça nous pose un problème, vous voyez, de former les gens, d'avoir des gens compétents qui sont dans nos comités et avec des exigences réglementaires légales qui sont très fortes, pour montrer l'exemple. Oui. Donc voilà, c'est typiquement le genre de sujet auquel on a affaire. Et vous, du coup, Sandrine, sur les réseaux ou les femmes que vous accompagnez, est-ce que vous constatez que les choses sont en train de changer ou au contraire, est-ce que le constat est de se dire que finalement, le bilan, il n'est pas si positif que ça? Il n'est pas si positif que ça, même s'il y a des raisons d'espérer. C'est vrai que là où je rejoins Philippe, c'est qu'on a besoin vraiment de rôle modèle pour se projeter. C'est-à-dire que les femmes entrepreneurs avec lesquelles j'échange me disent toutes qu'elles ont l'impression que pour arriver effectivement à un entrepreneuriat à succès, pour réussir, elles vont devoir effectivement sacrifier beaucoup de choses ou adopter peut-être des postures masculines qui les ressemblent pas ou peut-être renier certaines de leurs valeurs parce que justement elles manquent de rôle modèle. C'est-à-dire qu'il y en a tellement peu de femmes entrepreneurs à succès. D'ailleurs, quand on les interroge ou même quand on fait des micro-trottoirs, on se rend compte personne est capable de citer soit une femme dirigeante, soit une femme entrepreneur, alors que vous les interrogez dans la rue, vous en citez Xavier Niel, vous en citez... Donc ça, déjà, c'est très important, effectivement, pour les femmes, d'avoir des rôles modèles, de les rendre plus visibles, parce qu'il y en a, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours assez visibles, et je trouve ça très bien, effectivement, l'initiative de pouvoir les mettre en avant, parce qu'on a besoin de ça, et c'est vrai que, quand on les voit, on se dit, si elles peuvent, moi aussi, je peux. Donc ça, c'est effectivement très important. Également, je crois beaucoup dans les solutions au mentoring. Il y a des résultats sur le mentoring. Le mentoring marche très bien sur les femmes entrepreneurs, c'est-à-dire que quelle posture adopter devant effectivement un fonds d'investissement, comment effectivement présenter un business plan, une prise de parole en public où elles ne sont pas très à l'aise, il faut qu'elles soient coachées, il faut qu'elles soient mentorées, et donc ça effectivement, ça donne de très bons résultats. Après, est-ce que ce mentoring, il vient du coup contrebalancer l'absence de réseau? Parce que tout à l'heure, vous disiez que dans les causes, les femmes avaient souvent des réseaux moins importants que les hommes.
ou en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous allez Je ne l'ai pas formulé tout à fait comme ça. Non. Alors, Voilà. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, mais en revanche, vous voyez, dans les études que nous avons sorties récemment sur la solitude du dirigeant, enfin c'est moi ces dernières années, etc., il est démontré que les femmes connectent davantage dans les réseaux. C'est-à-dire essayent de se connecter avec des réseaux pour avoir du conseil, etc., pour sortir finalement d'une espèce d'isolement où elles pourraient être, en fait. Donc, la donc, si notion je de réseau, comprends, tout dépend de ce qu'on entend par c'est réseau. plutôt le Voilà. premier pas. Une fois que le premier pas est fait... Non, c'est le premier pas. Le premier pas, c'est effectivement, c'est ce qui a été indiqué, hein, c'est le lancement avec effectivement l'argent des proches, etc. Alors que c'est vrai que les hommes... Et vous voyez, il y a une stat aussi qui est très intéressante d'ailleurs qui est contre-intuitive. C'est qu'une femme a 2 fois moins non pas de chance, mais de capacité à régler dans une création d'entreprise ou une entreprise les questions de gestion courante. Aberrant. On se dit, mais c'est pas normal, parce que naturellement. Et oui, mais il y a une raison, c'est qu'elle a eu 2 fois moins de chances statistiquement d'occuper des postes de direction ou à responsabilité dans les entreprises où elle était avant. Donc en fait, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Hein. On comprend bien le pourquoi du comment. Moi, je crois, j'ai une vraie conviction sur ce sujet, je pense qu'elle est partagée d'ailleurs, c'est qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus en amont. C'est-à-dire au moment où on reprend une entreprise, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses avant. Il faut qu'on soit... C'est vraiment un travail collectif sur toute la chaîne, me semble-t-il, hein, avec beaucoup d'initiatives de terrain. Et alors, est-ce que ça passe aussi, est-ce que vous voyez également une différence entre l'investissement à titre privé, le fait par exemple que des femmes aillent moins en bourse, par exemple, est-ce que vous pensez que ça va jouer sur la capacité à aller créer quelque chose et donc aller entreprendre, ou est-ce que c'est 2 choses qui sont complètement déconnectées? Est-ce que vous avez des études dans ce sens-là? Moi, non, je ne me risquerai pas sur ce terrain parce que c'est très complexe, c'est le rapport à l'argent, en fait, et l'éducation, la psychologie, etc., indépendamment des compétences, de la vision et de la force d'action. Nous, on voit, moi j'ai le même constat que vous, hein, Sandrine, on voit beaucoup de femmes qui sont formidables, voilà, entreprenantes, mais une volonté d'entreprendre, de développer, de croissance. Mais aussi, je rejoins le constat, vous m'avez repris tout à l'heure sur un point, et vous avez raison, il y a beaucoup de femmes qui créent des très petites entreprises pour des questions de subsistance, d'être indépendantes, de plus dépendre de X ou de Y, parce que c'est compliqué. Mais la donne a changé, on l'a vu avec la crise sanitaire. Aujourd'hui, même les hommes, quand vous recrutez quelqu'un, les premières questions, c'est est-ce que je peux travailler à distance, vie privée, vie pro, etc. Ce que vous n'aviez pas il y a un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, je pense qu'il se passe des choses sur le sujet, ce qui peut être favorable justement au fait qu'il y ait davantage de femmes qui finalement, je dirais, se disent mais après tout... Alors justement, pour celles qui se disent après tout, quel conseil est-ce qu'on peut leur donner? Après tout, j'ai envie d'investir en bourse, après tout, j'ai envie de créer une entreprise. Quel conseil est-ce que vous pourriez leur donner? On va commencer par, j'ai un peu d'argent sur mon compte et j'ai envie d'investir. Combien est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les conseils? La première chose, je pense qu'il faut oser en parler tout simplement sans honte à avoir. En parler avec ses amis, sa famille, son conjoint, tout simplement. Donc déjà, lever le tabou sur l'argent, c'est plus important. Et puis ensuite, un conseil que j'aurais à donner par rapport, qui est très lié à WinVest, c'est aussi de porter sa voix auprès des institutions financières, tout simplement. Aujourd'hui, les institutions financières méconnaissent les attentes des femmes. Et il faut aussi qu'on puisse partager nos attentes à ces institutions. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place ce fameux indice où on propose aux femmes de noter leur établissement financier grâce à des critères qu'on a nous-mêmes construits avec la communauté de femmes qui nous accompagnent pour justement faire bouger les choses, faire évoluer en tout cas les acteurs de la finance pour répondre à ces attentes. Donc allez noter votre banque, votre assurance, c'est déjà un premier pas aussi pour atteindre la parité dans l'investissement. D'accord, et puis aussi se faire coacher, Bien découvrir. Sûr. Bien sûr, alors là je rejoins ce que disait Philippe sur tout le travail en amont qu'il y a à faire. Il faut aussi s'intéresser au sujet, s'éduquer, s'outiller pour investir. Nous ce n'est pas le cœur de notre sujet chez WinVest, il y a d'autres startups, d'autres plateformes qui le font très bien, mais effectivement c'est un conseil également à garder en tête. Et vous Philippe, c'est pour les femmes qui
qui auraient envie de faire un projet d'entreprise? Alors moi je rejoins totalement ce que vous dites, Yael, c'est oser dire. Sortir de son cocon de réflexion personnelle, c'est-à-dire s'ouvrir, aller voir des cercles, des associations. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les entrepreneurs, mais c'est formidable, il y a un terrain de jeu exceptionnel. Donc c'est y aller, partager, discuter. Ce faisant, c'est s'aguerrir, c'est devenir un petit peu plus robuste sur sa façon d'être, la façon de présenter. Oser, c'est aussi présenter, avoir l'audace de présenter son projet. Quel est le risque? Un refus? Bon, ok, mais de toute façon, ce risque, il est valable pour tout le monde. Donc c'est simplement avancer, faire part de ses convictions, vraiment de la singularité de la démarche, de ses talents, ce faisant. Donc tout ça, je pense qu'on le voit et c'est palpable dès lors qu'on s'ouvre sur les sujets. Donc passer à l'action. Mais pas que sur ce sujet d'ailleurs. Celui-ci, entre autres, parce qu'il est fondamental, pour nous c'est une vraie priorité. Donc passer à l'action. Pas rester chez soi, s'ouvrir, aller voir des conseils, du coaching, aller sur des plateformes, discuter, aller voir des gens qui vous inspirent, pour reprendre le terme à la mode. Je crois qu'il faut faire feu de tout bois, vous voyez. Et puis, les banquiers, les financiers ne sont pas des ennemis, ce sont des gens qui savent écouter, qui peuvent vous reprendre, dire là ça ne va pas, il faut corriger, ou il faut challenger l'affaire, mais il faut être dans l'échange. Et dans les réseaux, vous accompagnez, tu accompagnes de quelle façon quels conseils est-ce que tu pourrais donner, toi, à des jeunes femmes qui ont envie Que le réseau est fondamental. Enfin, moi, j'ai réseauté vraiment sur le tard et je le regrette parce que finalement, je vois à quel point finalement ça m'a apporté, mais à plusieurs niveaux, que ce soit effectivement dans mon business au quotidien, mais aussi dans la prise de confiance en soi. J'ai intégré des réseaux féminins, mais également des réseaux mixtes. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment qu'elles y aillent, quoi. Je reviens effectivement sur le fait qu'il faut qu'elles osent. Déjà, il faut qu'elles prennent conscience déjà de leur biais. Enfin, je pense que c'est très important. S'il y a un conseil déjà que je peux leur donner, c'est déjà si elles prennent conscience de leur biais, je dirais, inconscient ou culturel, ou effectivement du fait que des fois elles sont effectivement victimes de déterminismes sociaux, déjà en prendre conscience, c'est ensuite pouvoir trouver les solutions qui permettront ensuite de réussir. Ensuite, oui, qu'elles osent, parce que finalement, ce qu'on constate, et ça tous les chiffres le montrent, c'est que quand elles osent, elles y arrivent aussi bien, voire mieux que les hommes. Et c'est ça, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'elles arrêtent de s'auto-limiter, de s'auto-censurer. Ok, il y a des préjugés, des stéréotypes de genre, mais finalement, dans l'ensemble, beaucoup d'investisseurs ne souhaitent qu'être convaincus, finalement, de pouvoir investir dans une entreprise féminine. Donc voilà, et oui, ne pas hésiter à se faire accompagner, à se faire mentorer, parce que c'est vrai que on en a sûrement en tous les cas plus besoin que les hommes. Je comprends bien tous les sujets de mentoring. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des sujets de sourcing, notamment dans les filières scientifiques, sur lesquels on voit qu'il y a de moins en moins, qu'il n'y a pas plus de femmes qui présentent des projets et que même au lycée, avec la réforme du bac, de moins en moins de jeunes filles choisissent les voies scientifiques. Comment peut-on faire pour pouvoir changer les choses et susciter des vocations sur ces sujets-là qui sont quand même des sujets importants? Il y a dans les filières scientifiques, il y a dans le code, toutes les applications de demain vont être faites par des hommes, sauf si le no-code se développe, mais c'est un autre sujet. Comment vous voyez les choses? Comment est-ce qu'on peut, chacun à notre échelle, changer les choses? Il y a du boulot, j'ai envie de dire, parce que là encore, la force des déterminismes sociaux et préjugés battent leur plein. C'est vrai que malheureusement, et dans toutes les sphères de la société, c'est-à-dire que ce soit les parents qui, malheureusement, eux-mêmes ne se rendent pas compte, mais sont aussi
victimes de biais inconscients qui font que ils vont plus facilement orienter leurs fils vers la finance, vers les mathématiques, vers les sciences de l'ingénieur, et les filles justement vers les sciences sociales, la littérature. C'est vrai que dès l'école primaire, on le voit, c'est-à-dire que les filles intègrent très, très, très vite le fait qu'elles ne seront pas légitimes à faire des mathématiques ou elles n'ont pas la bosse des mathématiques et qu'il vaut mieux qu'elles aillent vers d'autres filières. Donc il y a les parents, il y a aussi bien sûr l'éducation nationale parce que j'ai deux fils, donc, qui voient des conseillers d'orientation, un en première et un effectivement maintenant qui est en école supérieure. Mais les conseillers d'orientation ne se rendent pas compte aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrêtent également je ne sais pas, de penser que parce que demain, justement, elles vont avoir des enfants ou que ça sera plus compliqué pour elles, justement, de concilier vie de famille et vie professionnelle, de les orienter vers encore des Donc là aussi, il faut métiers, finalement oser dès le plus jeune âge. Exactement. Et les politiques aussi, moi je crois de toute façon beaucoup aux actions politiques, les quotas ont fait leurs preuves, Donc, et ça ne passera également pour qu'on puisse... J'ai compris, Sandrine, que vous militiez pour les quotas à la BPI. Moi, mais non, mais c'est parce que, pour pallier ce déséquilibre, parce que quand Philippe disait tout à l'heure, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est prendre le meilleur dossier, et finalement, entrepreneur. Mais comme ils ne reçoivent que 90% de dossiers masculins, je veux dire, il y a bien un moment donné où il faut, surpondérer. De toute façon... vous êtes en minorité, Philippe, vous avez compris. Moi, je veux suis en bien. minorité, mais on se bagarre tous les jours pour la bonne cause. Mais c'est vrai qu'il y a des actions aussi qu'il faut accentuer, comme par exemple Science Factor, ce genre de choses. On parlait des collégiens, collégiennes, etc. Ce sont des choses qu'on appuie à la mesure de nos moyens. Nous, ce n'est pas tellement notre terrain de jeu, c'est le monde de l'entreprise. Mais on peut aussi aider des initiatives dès lors qu'elles font sens par rapport à ce que l'on se dit sur des filières, donner envie, donner le goût, c'est vrai, donner le goût aux maths, etc. Mais c'est plus largement des projets beaucoup plus larges, vous voyez, c'est comme par exemple redonner envie de faire de l'industrie, quoi. C'est exactement pareil, c'est revisiter un peu les modèles que l'on a, réindustrialiser, etc. Redonner envie aux jeunes d'aller dans des métiers ou des carrières qui avaient perdu une certaine attractivité pendant ces dernières années. Donc là, on est en train de tout revisiter et c'est vrai que ça devient intéressant pour les jeunes hommes comme pour les jeunes femmes d'ailleurs. Mais encore une fois, moi je crois que c'est un vrai travail collectif, c'est un vrai boulot collectif. Chacun doit prendre ses responsabilités. Donc la sphère politique, certainement, les acteurs financiers, les parents, les enseignants, tout le monde a quelque chose à faire sur ce terrain. Parce que derrière, c'est quand même la compétitivité. Pour un investisseur, c'est un projet qui devient quelque chose et qui se valorise. Après, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, à la limite, peu importe, on est d'accord. Mais c'est la qualité, si on a des licornes demain qui sont poussées par des femmes, etc., formidable, tout le monde s'en réjouira. On arrive là bientôt à la fin de notre atelier. Qu'est-ce que ça changerait si demain on avait la parité? Est-ce que vous pensez que le monde serait différent si on avait une parité dans les investissements? Ça va être conclusion rapide. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de start-up fondées par des femmes déjà qui lèveraient des fonds, sûrement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs femmes, beaucoup d'investisseurs hommes, excusez-moi, qui investissent dans les start-up. Je pense que s'il y avait plus d'investisseuses femmes, il y aurait plus de projets portés par des femmes, sûrement, qui lèveraient des fonds. Je pense notamment aux Femtech aujourd'hui qui ont encore du mal à lever des fonds. Pourtant, c'est une taille de marché énorme. Et puis, plus de projets à impact aussi, plus d'entreprises qui respectent l'ESG, qui auraient des fonds, puisque les femmes investissent plus dans les projets ce type impact. de sujet. Donc vous pensez que s'il y avait plus de parité, le monde serait un peu différent? En tout cas, ce serait plus de fonds pour le développement durable, tout simplement. Et vous, Philippe? Nous, on a aussi une conviction, c'est que toutes les questions de mixité, c'est la vraie vie. C'est tout simplement la vraie vie. La diversité, ça crée de la richesse. Ça, on s'en rend compte tous les jours, nous, dans les entreprises. Vous voyez, comme dans les boards, mettre, par exemple, des personnalités étrangères, etc., des hommes, des femmes. Et on s'aperçoit que finalement, chacun a des particularités, il faut l'admettre, on est dans la vraie vie, et que c'est beaucoup plus riche.
c'est beaucoup plus... on peut trouver des solutions différentes, etc. Donc nous, on est totalement convaincus du sujet, mais il y a encore un peu de travail. Sandrine, mot de la Je fin. rejoins complètement aussi Philippe et RL là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que, et là aussi, tous les chiffres le montrent, les entreprises paritaires sont les plus performantes. Quand je dis entreprises paritaires, c'est aussi à des niveaux, bien évidemment, de responsabilité et de direction. Et là, et de loin, plus performantes que voilà, des entreprises moins paritaires. Et puis, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus voilà, se satisfaire d'une société dans laquelle, finalement, 50% de l'humanité voilà, serait absente ou invisible. On le voit dans toutes les inventions qui ont été réalisées ces dernières années. Ça a été... voilà, inventé pour des hommes, par des hommes, et on en voit du coup les conséquences sur certaines, en tous les cas, inventions. Et donc il est important voilà, qu'on arrive à cette parité, et ça mettra du temps. Mais, Ça sera du coup le mot de la voilà. fin, Sandrine. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cet atelier. Donc, vous avez compris, il faut oser et il faut s'entourer, et tout sera possible.